Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce deuxième hors-série qui tend le micro aux soignants non vétérinaires. Aujourd'hui, j'accueille Élise Poitrinal, interne en chirurgie orthopédique et traumatologique. Bonjour et bienvenue Élise. Bonjour Sophie, et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous. Avec grand plaisir. Alors Élise, tu as 28 ans, tu es parisienne et tu es aujourd'hui interne en chirurgie orthopédique et traumatologique, comme je l'ai dit en intro. Depuis le mois d'avril, tu es en stage à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e arrondissement. Alors, tu verras que dans ce podcast, on ne résume pas les gens à leur métier, mais plutôt à la richesse de leur parcours, de leur vie, de leurs histoires et de tout ce qui les anime. Alors, en ce qui te concerne, je sais que ta passion, c'est le cheval, ce qui fait d'ailleurs un lien supplémentaire avec certains de nos auditeurs et auditrices vétérinaires. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans déjà, aïe, ça fait mal, à Paris d'abord, puis en Mongolie, pour le Mongol Derby, célèbre course de 1000 km à cheval à travers les steppes, où tu remportes la 2e place. Loin déjà. Tu es aussi fan de ski et de plongée sous-marine, et tu t'es impliqué pendant les premières années d'études dans de l'associatif, on pourra peut-être en parler. J'ai noté aussi que grâce aux réseaux sociaux, que tu t'es mariée cet été, donc félicitations. Merci. En tout cas, c'est vraiment cool de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu es prête pour ce petit voyage? Tout à fait. Alors, dans ce podcast, la question traditionnelle est généralement pourquoi vétérinaire? Alors pour toi, ce sera pourquoi médecin? Moi, je viens d'une famille qui est pas tellement une famille de médecins, contrairement à pas mal probablement de mes co-internes et des personnes avec qui j'ai fait mes études de médecine. Mes 2 parents, ils sont entrepreneurs. Et c'était important pour eux, je pense, qu'on trace notre propre chemin et qu'on fasse un petit peu quelque chose, enfin qu'on les suive pas, qu'on fasse ce qu'on avait envie de faire et qu'on s'exprime, voilà, de cette façon. J'avais quand même un grand-père qui lui était chirurgien orthopédiste, mais que j'ai assez peu connu. Il est décédé en 2006, donc j'avais 8-9 ans. Et j'ai toujours été intéressée par ce qui était sciences de la vie de la Terre, biologie, le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement des molécules, etc. Et donc, initialement, je voulais devenir vétérinaire. Et j'ai fait plusieurs stages. Je suis allée voir un peu à droite à gauche parce que tout m'intéressait. Au lycée, j'étais un petit peu éparpillée. Et donc j'ai fait un stage dans un hôpital l'hôpital Foch à Paris, grâce à ma tante qui m'avait introduit. Et j'ai tourné dans plusieurs services. J'ai vraiment vu un peu de tout, hein. J'ai vu donc de la napath, j'ai vu de la gynéco-obs, je suis allée un petit peu en oncologie, donc vraiment complètement de tout. Et c'est, je pense, le stage en gynéco-obstétrique qui m'a complètement convaincue. Bon, aujourd'hui, je fais quelque chose de complètement différent, mais l'hôpital Foch est un hôpital qui est assez moderne, qui est très beau, qui donne un peu envie d'y travailler. Et puis en obstétrique, on est avec des gens qui sont heureux d'être là. Donc c'est un petit peu achevé de me convaincre. Donc c'est voilà une des je pense que ça a largement participé à ce que je me dirige vers donc les études de médecine auxquelles j'avais pas forcément pensé initialement. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. Donc mon choix se fait assez tard en fait.
Mon choix se fait assez tard. Je me dirige vers une filière scientifique sans savoir trop ce que je voulais faire, en me disant comme ça, j'ai tout le champ des possibles ouvert et puis je chemine un petit peu tout au long de mon lycée. Ouais, la science, ça me plaît et puis on va voir, quoi. Oui, exactement. Mais j'étais pas du tout, une férue de médecine, voilà, comme beaucoup le sont, je pense. Mais bon, voilà, aujourd'hui, enfin, je me suis pas trompée et Et j'ai tu es bien choisi. contente d'être là. Tout à fait. Et bah, je pense que tout le monde a toujours, en tête, voilà, pour faire médecine, il faut étudier, il faut travailler dur. Bon, toi, tu as l'air de dire que ton choix est venu sur le tard, mais à quel moment il faut commencer à se bouger les fesses pour ce type d'études? Le bac, j'imagine déjà un petit peu? Alors, en fait, en France, les études de médecine, ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, quand moi, je me suis, dirigée, vers ce cursus, les études de médecine, donc tu as un cursus qui est, quelque chose de général, il y a 6 ans, en fait, de médecine un petit peu générale et donc ces 6 ans, la première année, ça s'appelle, c'est une première année qui est commune aux études de santé et donc au terme de cette première année, il y a un concours et au terme de ce concours, en fonction du classement, on peut choisir soit médecine, soit dentaire, soit pharmacie. On peut choisir kiné également et sage-femme. Et donc, en général, bon, ça varie complètement, hein, il y a toujours un peu des exceptions, mais il y a, moi, j'étais à l'université Paris-Cité, donc dans le 5e arrondissement. Il y a dans le 6e arrondissement, pardon. On était 2 500 et il y avait 350 places pour médecine. Et il faut commencer pendant la première année à travailler. Donc c'est voilà une première année qui était c'est très dur parce que c'est très intense. Il y a donc ce concours, il y a 2 étapes. La première étape, c'était début janvier, donc juste après les fêtes. Et la deuxième étape, elle était en mai ou en juin. Et donc il y avait une petite pause à chaque fois. Et puis voilà. Donc moi j'ai pas réussi du premier coup, j'ai fait une deuxième fois. Aujourd'hui c'est plus possible de redoubler, mais on pouvait complètement rentrer dans ces études de médecine en ayant un bac moyen ou même en ayant un bac pas forcément scientifique. Moi je me souviens que j'avais quelqu'un qui était avec moi au lycée qui avait fait un bac économique et qui est rentré donc qui a réussi d'ailleurs et donc qui a fait ensuite ses études de médecine secondairement. Et donc voilà, donc il y a cette première année pendant qui est très intense. Ensuite, on a 2 ans un peu plus cool où là, c'est vraiment de l'enseignement théorique. On va assez peu à l'hôpital. Et puis après, il y a encore 3 nouvelles années. Donc ça s'appelle l'externat. Et donc, pendant cette période-là, on change de stage tous les 3 mois. On est en stage le matin et puis, l'après-midi, on révise. Et donc on révise pour ce concours qui s'appelait, le concours de l'internat, qui aujourd'hui s'appelle les EDN, qui est donc un concours au bout de la 6e année et qui, en fonction du classement, permettait de choisir à la fois la spécialité et la ville dans laquelle on ferait notre internat. Donc voilà, c'est des études longues et pendant lesquelles on travaille un peu par à-coups en fait, in fine. D'accord. Et tu dis «c'était», c'est plus le même système maintenant pour, Alors, oui, ça a changé, je pense il y a 2-3 ans. Donc le redoublement est devenu interdit. La première année, il y a plusieurs voies pour y rentrer et ce concours de l'internat, ça a changé également. Ils passent le concours en fin de 5e année, et puis il y a une partie orale aussi et après ils choisissent, je crois des stages pendant lesquels ils passent leur 6e année et puis c'est au bout de cette 6e année qu'ils rechoisissent. Bon, c'est pas très clair et j'avoue, j'ai pas très bien compris, mais ils ont totalement remanié ça 2 ans après que moi j'ai passé le concours. Donc voilà, il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. 2-3 OK. ans. OK, très clair. Et donc tu le dis, hein, des études qui sont par à-coups, j'imagine très intenses au moment des examens et au moment des sélections. J'imagine qu'on fait la fête un petit peu aussi. Est-ce que tu as des petites, voilà, comment ça se passe au global tes études? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter? Alors pendant les 2 années qui suivent la première année de médecine, c'est vraiment on fait beaucoup, beaucoup la fête. Donc c'est, comme je disais, on va quasiment pas à l'hôpital et puis en fait, on a, quelques examens, c'est trimestriel donc on a, 3 ou 4 sessions d'examen
Et c'est vraiment, c'est un peu comme, je pense, on peut se l'imaginer avec quand on est en 2e année, il y a l'intégration par les 3e années avec le week-end d'intégration où on est répartis en équipe. On nous emmène dans un camping. Là, c'était, je crois que c'était en Normandie, l'endroit où on était allés. Et puis, c'est beaucoup d'alcool. Voilà, c'est un peu, c'est comme on peut se l'imaginer, je pense, les week-ends d'intégration en médecine. Donc, il y avait ce fameux trashage. Et donc, alors le trashage, en fait, donc c'était une sorte de rituel où toutes les 2e années, donc qui venaient d'intégrer en fait médecine après avoir passé le concours de première année, sont dans un endroit pas clos, mais c'était une sorte de plaine. Et puis donc il y a toute cette 3e année qui est arrivée et qui nous aspergeait mais du tout et n'importe quoi, donc de ketchup, de pâté pour chien, de mayonnaise et enfin bref, de voilà, plein de trucs comme ça. Et puis ça dure, je sais pas, une petite dizaine de minutes et on est tous habillés en tenue de chirurgien. Et donc voilà. Et donc c'était là maintenant, ça devient de plus en plus cool, je pense, les week-ends d'intégration, parce que je crois qu'il y a eu quelques petits soucis, mais voilà. Et donc après, enfin c'est vraiment 2e, 3e année, c'est moins centré sur la médecine que le reste. Et puis il y a la fac avec des associations donc qui organisent des semaines au ski ou pareil, c'est des grandes fêtes tous les soirs. Enfin, c'est des assez bons souvenirs, je pense qu'on garde. Oui, une sorte de relâche presque après cette intensité de la première année du concours, Oui. et une cohésion qui se met en place. Et puis après, j'imagine que, une fois que les externes arrivent, ça y est, on s'y remet. Et là, probablement, tu as vraiment l'impression de: «Ah, ça y est, je vais devenir médecin». Oui, c'est tout à fait ça. Et puis on n'est pas vraiment à l'hôpital avant. Enfin, on y passe, on a des sortes de stages de sémiologie. Je crois que c'est 2 heures par semaine et puis ça commence à partir du milieu de l'année. Donc c'est pour avoir un peu un premier contact, savoir un petit peu comment examiner les patients, apprendre les bases de la clinique, mais on n'est pas vraiment dedans. Mmh mh. Mmh. Et donc cette fameuse spé, donc examen en fin de 6e là, heu, donc comment s'oriente du coup ton choix vers la chirurgie ortho? Est-ce qu'à ce moment-là, avant l'examen, tu espérais déjà entrer dans cette chirurgie ou tu étais encore, sur la partie, gynéco que tu cites au début? Alors donc on tourne de stage tous les 3 mois. Donc j'ai fait plein de stages. J'ai fait un stage en gynéco qui était absolument formidable. Et j'étais à l'Institut Montsouris à Paris également, qui est une maternité qui est pas une très grande maternité, mais qui est une bonne maternité. Et puis franchement, c'est un très, très bon souvenir. Je me souviens, on avait des sages-femmes qui étaient extraordinaires, qui nous laissaient faire des accouchements. Enfin, on était à 2 à chaque fois, mais voilà, qui nous laissaient vraiment participer et accompagner les femmes dans tout leur travail. Donc c'était vraiment formidable. Et donc je fais également un stage, j'étais en 4e année, donc je fais également un stage, c'était à l'hôpital Cochin, mon premier stage en chirurgie orthopédique. Et c'était un stage, qui commençait en mars 2020, donc en plein Covid. Donc l'activité était très, très ralentie. On faisait que les urgences. Et puis, en fait, j'ai trouvé que les orthopédistes, enfin ceux avec qui j'étais, même la science, en fait, je suis tombée un petit peu amoureuse de cette spécialité. L'orthopédie, c'est quelque chose, enfin, ce qui est génial, c'est que les patients arrivent pour la traumatologie, j'entends, les patients arrivent avec un problème, on les opère et puis le problème est réglé. C'est quelque chose qui est assez, enfin, on apporte une solution tout de suite à un problème aigu et cette efficacité ça m'a beaucoup séduit. Ensuite, en orthopédie, il y a aussi toute cette capacité avec la chirurgie plutôt prothétique, et cetera, avec des gens qui ont mal depuis très longtemps à leurs jambes, par exemple, ou à leurs hanches, et qui ont du mal à marcher et qui on met la prothèse. Je pense notamment aux prothèses de hanche qui marchent vraiment bien. On leur met la prothèse et avec un peu de rééducation, ensuite ils ont plus mal et ils peuvent remarcher. Je trouve que c'est quelque chose qui change radicalement la vie des gens. Et puis j'aimais bien voilà, cette petite, le fait que tout aille vite, tout était efficace.
on s'éloigne peut-être un tout petit peu du monde médical, c'est-à-dire qu'on règle moins, on réfléchit peut-être moins aux problèmes médicaux qu'ont les patients, mais on leur est d'une aide qui est tout aussi importante, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Il y a un problème et il y a une solution. Oui. Et ça, c'est gratifiant. Ah oui, c'est hyper gratifiant. Et pour les gens, moi, je suis toujours un peu, j'aime bien quand les choses vont vite, avancent. Quand il y a un problème, j'aime bien essayer de le résoudre le plus rapidement possible. Donc ça me correspondait bien, en fait. Et donc, tu es séduite par la chirurgie orthopédique. Comment ça se passe alors au niveau du choix pour les spécialités? Est-ce que c'était facile pour toi, du coup, d'obtenir une place? L'orthopédie, il y a quand même pas mal de places, en fait. OK. Et une des spé dans lesquelles je pense dans les spé chirurgicales, probablement avec la chirurgie viscérale aussi, dans lesquelles il y a le plus de place. Nous, on est 19 dans ma promo à Paris. Et à titre d'exemple, je pense que donc ça doit remonter. Donc nous, on était 8500 ou 9000 à passer ce fameux concours de fin de 6e année, et ça devait remonter jusqu'à 2300, 2500 à OK. Paris. Donc c'est quand même voilà dans les premiers ceux qui ont le mieux réussi. Mais moi en l'occurrence j'avais quand même beaucoup travaillé, donc j'ai eu un classement qui me convenait, que j'ai pu choisir sans trop de problèmes. La question c'était un peu posée de partir dans le sud, parce que j'avais une petite attache à l'époque voilà plutôt dans le sud, mais finalement je suis restée à Paris, et puis c'est très bien. On a une super formation avec des hôpitaux qui sont très spécialisés dans différents domaines, et puis aussi la chirurgie un peu non, franchement voilà, c'était très bien de rester à Paris. Le hasard, entre guillemets, a bien fait les choses. L'univers t'a bien orienté, on va dire ça comme ça. Bien orienté. Et une journée type pour toi, ça ressemble à quoi alors, une journée type d'interne? Alors, la journée type de l'interne d'orthopédie. Donc, on a des semaines assez, je dirais plutôt assez chargées en général. L'interne de chirurgie, de manière générale, l'internat de chirurgie est un internat qui est assez prenant. On n'a pas beaucoup de temps libre, et on est quand même voilà beaucoup à l'hôpital. Donc la journée type. Donc moi on a tous les matins une réunion qui s'appelle le staff. Donc c'est à 7h45. L'idéal, c'est d'être un tout petit peu avant à l'hôpital, à peu près 7h30, 7h20, pour pouvoir voir les patients qu'on a opérés la veille, et pour s'assurer que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas eu de problème pendant la nuit, et voilà, réexpliquer aux patients, parce que parfois on les quitte, ils sont encore un peu sous l'effet de l'anesthésie générale, voilà, faire un petit coucou. Donc ce staff à 7h45, on présente tous les patients qui ont été opérés la veille, on présente les patients qui sont des patients à opérer, et on discute un peu des différentes possibilités chirurgicales. On a pendant le staff, il y a le chef de service, il y a les PUPH, il y a les chefs de clinique, les assistants, les internes et les externes. Et donc tout le monde peut un peu donner son point de vue et son avis sur ce qu'il pense être la meilleure prise en charge pour le patient qui s'est par exemple cassé le fémur ou cassé le poignet ou cassé quelque chose la veille. Et donc on décide de ce qu'il faut faire. Et au terme de ce staff, ensuite, soit on est en consultation, soit on est posté au bloc, soit on s'occupe de la salle et donc de répondre aux avis des urgences. Donc, si on est au bloc, on va tout de suite au bloc, et puis voilà, donc on opère des patients toute la journée jusqu'à en général c'est à peu près 16h30, 17h, mais ça peut se prolonger un petit peu. Et donc ensuite, après, il y a une autre étape qui est d'aller voir, faire un petit tour dans le service, voir les patients qu'on a opérés le matin, s'ils sont déjà retournés, etc. Si on est en consultation, donc la consultation d'interne, c'est une consultation pendant laquelle on voit tous les patients qui ont soit été opérés pour un rendez-vous de contrôle, ou alors les patients qu'on laisse en traitement orthopédique, parce que en tant qu'orthopédiste et traumatologiste, on s'occupe aussi des traitements orthopédiques, c'est-à-dire des traitements pour lesquels on n'a pas besoin d'opérer. Donc typiquement, une fracture du poignet qu'on peut traiter avec seulement un plâtre, il va falloir la contrôler de façon très très régulière avec des radios pour s'assurer que la fracture ne se déplace pas
Et si elle se déplace, on peut être amené à opérer le ou la patiente secondairement. Donc ça, c'est des journées qui sont un petit peu chargées. On voit beaucoup de patients avec des créneaux qui sont pas forcément toujours très longs. Et puis, on voit aussi parfois de temps en temps des patients qui viennent pour des consultations de première fois parce que ils ont mal à un endroit ou à un autre endroit. Et donc dans ce cas-là, on fait le bilan, on essaye de voir ce qui ne va pas. Et donc la troisième possibilité, c'est donc de répondre aux avis. Et donc là, dans ce cas-là, on a un téléphone et on répond aux avis des urgentistes qui nous appellent ou alors aux avis d'autres hôpitaux. Donc à Saint-Antoine, la particularité, c'est qu'on a un SOS main. Donc on a beaucoup d'hôpitaux qui nous appellent pour plein de questions, des patients qui reçoivent dans les urgences qui ne peuvent pas prendre en charge pour, par exemple, je pense à des réimplantations de doigts, c'est-à-dire des doigts sectionnés qu'il faut venir remettre en place. C'est des chirurgies assez spécifiques qui sont en général réalisées dans des urgences ou dans des SOS mains, donc ils nous les orientent. Et puis des avis pour différentes questions un peu spécialisées en main ou en membre supérieur. Et voilà. Et donc après, on peut aussi être en garde. Et donc, quand on est en garde, on opère la journée les patients. On opère les urgences, donc les patients qui ont été qui ont eu des traumatismes dans les jours précédents. Et donc on vient, par exemple, pour les fractures du poignet, mettre des plaques, des clous, des broches. On vient faire toutes sortes de chirurgies pour leur permettre de fixer leurs fractures. Et donc ensuite, à 18h, quand on est en garde, on récupère le bip et donc on répond aux avis toute la nuit. Les différentes possibilités. Costaud, merci, très clair. Et donc du coup, toi, c'est combien de jours par semaine tu bosses, combien de jours de garde? Alors, on bosse à peu près, on est tous les jours à l'hôpital. Quand on est en garde, le lendemain, on a un jour de repos. Et donc voilà. Donc et puis ces jours de repos, ils sont très respectés aujourd'hui parce que je crois pas qu'il y ait trop de contrôle, mais ils étaient pas respectés avant l'époque de nos grands-parents, etc. Ça arrivait qu'ils bossent 48 heures de suite sans repos, mais nous aujourd'hui c'est assez respecté. Donc systématiquement 24 heures de garde équivaut à un repos le lendemain. Oui, parce que j'imagine la nuit vous dormez pas du tout. Ça dépend. Parfois on dort pas du tout, parfois on peut dormir 4-5 heures, ça dépend vraiment. On sait jamais avec quelle sauce on va être mangé. Et du coup, vous êtes plusieurs internes, si je comprends bien, dans la répartition, vous êtes plusieurs internes pour un même service? Oui, c'est ça. Donc nous, on est très nombreux là mon semestre. On est 11 ou 12 internes. Et donc il y a des plus ou moins jeunes et ça fonctionne beaucoup les études de médecine et notamment de chirurgie sur le compagnonnage. C'est-à-dire qu'on a des internes socles qui sont des internes débutants et on a des internes qui sont dans les derniers semestres de l'internat. Donc maintenant ça s'appelle des docteurs juniors 1. C'est encore quelque chose qui a changé récemment. Et donc il y a une entraide qui est assez importante. Et puis on essaye toujours d'être là pour les plus jeunes. Chouette. Ouais, non, c'est vraiment bien. Non, non. Et combien d'années alors cet internat au total pour toi? Parce que j'imagine que c'est différent par spécialité. Toutes les spécialités n'ont pas la même durée. Oui, donc c'est différent par spécialité. Les spécialités chirurgicales, c'est 6 ans. Les spécialités chirurgicales, c'est 6 ans. Les spécialités médicales, c'est de 4 à 5 ans, je crois. Oui, c'est ça. C'est de 4 à 5 ans. Et puis avant, la médecine générale, c'était 3 ans, mais là, c'est passé à 4. Et donc nous, c'est 6 ans avec 4 ans d'internat et puis c'est 6 ans d'internat. OK. Et tu switches tous les combien d'un hôpital à un autre? Il y a une réglementation là-dessus ou? Oui, il y a une réglementation. Donc pendant les 5 premières années, on switch tous les 6 mois. En fait, on choisit un nouveau stage tous les 6 mois et on choisit le stage en fonction du classement qu'on a obtenu à l'ECN de la fin de la 6e année. Donc ce classement, en fait, nous suit un peu pendant toute la fin de notre internat. Et puis ensuite, la 6e année, c'est une année où on l'a fait dans un seul hôpital. Et ça, c'est une année pour laquelle on postule. Donc, on demande, en général, c'est un service dans lequel on est déjà passé. Et puis, on demande à repasser pour faire une 6e année. Et donc, moi, en l'occurrence, là,
tout le monde ne fait pas ça, mais moi, je viens de passer 6 mois à Saint-Antoine et j'ai beaucoup appris, beaucoup opéré. Ça s'est très, très, très bien passé. Donc là, je refais 6 mois. Voilà, tout le monde ne fait pas ça. En médecine, dans les internats de médecine, ils le font pas trop. En chirurgie, ça se fait un peu plus. OK. Voilà. T'en es où là dans ton internat? Là, moi, j'en suis. Donc, ça se compte en semestre. Et j'en suis au 7e semestre. Donc, ça veut dire, j'en suis en 4e. Je suis en. 4e. Ouais, c'est Ouais. ça. 4e. T'arrives en 4e. Ouais. Donc 2 ans. 2 ans, il te reste 2 ans. Ouais, c'est ça. Une idée déjà de tu veux rester parisienne ou tu te projettes ou c'est trop tôt? Je sais pas très bien. Moi, je suis restée à Paris toute ma vie, toutes mes études. Mmh. Je voulais partir à un moment en Erasmus ou bien ma fac avait un échange avec les États-Unis au Texas avec l'université du Texas à Dallas pour laquelle j'avais postulé. Puis en fait, tout a été annulé parce que ça tombait sur l'année du Covid. Donc voilà. Donc je suis restée à Paris, mais ça s'est également très bien passé. Donc je me dis peut-être qu'un jour on partira. Peut-être qu'un jour on partirait à la campagne. Le projet est pas du tout formé et pas du tout, c'est pas du tout à l'heure du jour. Mais voilà. Après, je pense que peut-être que je commencerai ma carrière dans un hôpital parisien et que je continuerai peut-être plus tard à la campagne ou en tout cas en province. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant. Alors, je vais passer sur quelques questions un peu plus philosophiques, on va dire, sur ton métier. La première, est-ce que le métier aujourd'hui, est-ce qu'il correspond à l'idée que tu t'en faisais quand tu as démarré? Eh bien, je pense qu'il correspond à l'idée que je m'en faisais. Je pensais sincèrement, je pensais pas que l'internat serait aussi difficile. On m'avait, on m'avait prévenue. Il y a plein de gens qui m'avaient dit: «Fais attention, c'est difficile» et puis j'estimais avoir quand même une résistance assez importante, une grosse charge une grosse, enfin être capable de beaucoup travailler et avoir un potentiel, d'énergie un peu, continu mais on est fatigué pendant l'internat. Les gardes, les appels au milieu de la nuit, les blocs qui n'en finissent pas, les blocs qui durent 5 heures, de minuit à 5 heures du mat, on est vraiment fatigué. Et puis, ouais et puis si on veut faire des choses à côté, c'est pas toujours possible. Moi, je pensais que je pourrais toujours tout combiner. J'ai toujours fait de l'équitation, j'ai toujours, fait plein de choses à côté. Maintenant, effectivement, parfois, je dois faire des choix. Je suis plus aussi libre qu'avant. Mais on a, enfin, je trouve on est bien récompensé. Enfin, on voit la satisfaction de nos patients tout de suite en orthopédie, et ça, c'est un cadeau mais inestimable. Enfin, aujourd'hui, j'étais avec un patient qu'on a opéré on l'a opéré il y a 15 jours, parce qu'il avait, la main, la première commissure toute refermée, donc entre le pouce et l'index. Et donc on a fait une plastie cutanée, c'est-à-dire qu'on lui a rouvert, cette première commissure pour qu'il puisse saisir des objets, se servir un peu de cette pince. Et puis à chaque fois que je le vois, c'est des étoiles dans les yeux, «Merci docteur, ma vie a changé». Enfin, franchement, on est bien récompensé. Mmh. Ouais, c'est chouette, ça s'entend à ta à ta voix. Ouais. Et tu as des gardes en bien sûr, hein, cette fatigue, cette pression, cette charge de travail, on l'imagine, mais je pense qu'on n'imagine pas à quel point et toi la première, tu Mmh. le dis. Tu as mis en place des garde-fous, qui permettent de, parfois lâcher un peu la pression, te reposer, Mmh. Ouais. Quand j'étais en premier, enfin quand j'étais au début de mon internat, on a beaucoup d'énergie quand on commence l'internat. On sort, voilà, on a fait que travailler, c'était surtout très théorique, donc on a plein d'énergie à revendre et cetera. Donc moi, la façon dont je me, défoulais et puis où je pensais à autre chose, c'était que sur mes repos de garde, j'allais monter à cheval. Et ça, c'était génial. J'étais, toute seule dans la forêt, je pensais à rien avec ma jument, au galop, enfin voilà, c'était, vraiment génial. Maintenant, je le fais un petit peu moins et j'avoue que, c'est, tout aussi plaisant en fait de rentrer chez soi et de souffler. Et puis donc moi, comme tu le disais, je me suis mariée, donc mon mari actuellement, c'est un orthopédiste, donc on essaye de prendre nos gardes en même temps. Comme ça, les lendemains, on peut passer du temps ensemble, se promener, juste voilà, faire des choses,
qui nous plaisent et qui sont pas trop prenantes actuellement. Chouette. Non, c'est vraiment sympa. Et le climat actuel dans le milieu hospitalier, on a parlé juste avant le podcast, tu vois, dans le milieu veto aussi, on a cette crise des vocations avec les jeunes qui ont pas la même perception du travail, du métier. Évidemment, on entend beaucoup parler des réformes, des propositions budgétaires actuelles, du nouveau gouvernement. J'aimerais bien ton point de vue là-dessus. Ouais, je pense que effectivement ça change beaucoup. Là, on est des générations qui on adore travailler, mais je pense qu'on a aussi envie un peu de dire qu'on a tellement travaillé qu'on a besoin aussi de prendre peut-être parfois un peu de temps pour nous. Et c'est ok de juste parfois lâcher prise, contrairement aux générations plus anciennes pour qui la vie, c'est la chirurgie. Et quand on n'est pas à l'hôpital, on doit réviser ses chirurgies. Quand on a fait une chirurgie, on doit tout de suite y repenser, réfléchir, etc. Et je pense qu'on a envie un peu d'élargir nos horizons, de faire d'autres choses et pas d'avoir des vies qui sont vraiment juste restreintes. Et donc après, avec le climat actuel, tu parlais des réformes. Voilà, nous il y a la loi là il y a le LFPSS qui est en discussion en ce moment. Je sais pas si tu en as entendu parler un petit peu. Non, vas-y, dis-nous, donne-nous quelques mots là-dessus. Donc en gros, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ah oui. Le PLFSS, voilà, qui est en discussion et là ils vont peut-être essayer de voir s'ils peuvent limiter un petit peu les rémunérations des chirurgiens des médecins d'ordre général qui sont en secteur 2. Donc tout ça est un petit peu en discussion, mais je pense qu'aussi aujourd'hui ce qui change un peu, c'est qu'on estime que quand on a autant travaillé, on a le droit d'avoir une rémunération qui est un petit peu à la hauteur de ce qu'on a donné, quoi. Parce qu'on a quand même toute une partie de notre vie, moi je le voyais bien pendant mes études de médecine. J'avais pas mal de copains en école de commerce, en école d'ingénieur, etc. On a toute une partie de notre vie pendant laquelle on est déconnecté de la vie, quoi. L'externat, on bosse sans arrêt pendant 3 ans, c'est de nos 23 à 25 ans, tandis que les autres commencent à avoir leur premier boulot, commencent à s'installer, à devenir un peu des adultes, quoi. Je pense que nous, on grandit un petit peu à retardement. Et voilà. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que les internes je dirais pas qu'on a envie d'être remerciés, mais je dirais qu'on a envie d'être peut-être payés à la hauteur des efforts qu'on fournit et de même parfois notre santé, hein. J'ai quelques copains, moi, qui ont fait des gros burn-out parce que c'est des études qui sont vraiment difficiles, quoi. Ça allait être ma question. Est-ce que vous voyez aussi des gens qui arrêtent, quoi? Nous, on a beaucoup ça, des gens qui font veto pendant 2-3 ans et puis après qui soit passent en burn-out malheureusement ou bien juste disent: «Non, mais ce métier, il est pas pour moi, j'arrête». Oui. Oui, on en a. Oui, on en a et c'est pas super fréquent. On a des gens qui font des burn-out, il y a des internes d'orthopédie qui se mettent en arrêt. On a des gens qui s'installent complètement et puis qui se rendent compte en fait qu'au bout d'un moment, c'est des métiers qui sont trop prenants. Il y a pas mal de monde aussi là, c'est plutôt ça devient plutôt à la mode. On a pas mal de gens qui font des pauses pendant leur internat pour avoir une année peut-être un peu plus cool. Parfois, c'est des gens, tu vois, qui veulent avoir un bébé, des gens qui font un master et des gens qui décident de couper pendant 1 an et de souffler un peu. Et pourquoi pas d'ailleurs, hein, parce que si c'est pour revenir par la suite et avoir retrouvé son entrain et sa motivation, il vaut mieux que ça que d'arrêter complètement ou de se retrouver en burn-out. Ouais, complètement. Et nous, on n'a pas du tout, on n'a pas de suivi. Tu vois, personne ne va venir nous voir en nous demandant comment ça va en ce moment, est-ce que tu te sens bien. On n'a pas vraiment de suivi un peu pas psy, mais un peu. Un encadrement bien-être, quoi. Exactement, ouais. Si tu avais une baguette magique, alors tu changerais quoi? Je pense que j'apprendrais aux médecins généralistes et aux urgentistes à faire plus de choses, disons un peu basiques. On se retrouve quand même pas mal
à prendre en charge, tu vois, des entorses qui sont pas des entorses graves, qui peuvent complètement être gérées en ville, à régler des problèmes, tu vois, d'ongles incarnés qui ont pas du tout besoin d'être vus par nous. Et donc, je pense que je ferais peut-être une formation un peu plus poussée, tu vois, pour essayer de nous décharger un peu, et qu'on voit vraiment les trucs qui ont besoin d'un avis d'un chirurgien orthopédiste spécialiste. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis là. Et ça, c'est vraiment parce ils pensent ne pas avoir les compétences, ou c'est aussi une possibilité qu'ils soient juste en surcharge et qu'ils envoient pour un peu délester leur charge à eux? Je pense que c'est beaucoup, tu vois, qui pensent ne pas avoir les compétences. Je pense, tu vois, parfois aux urgentistes. On a beaucoup d'urgentistes qui vont voir un patient qui diagnostique cette entorse et ils la diagnostiquent très bien, tu vois. Ils font très bien le l'examen clinique et puis ils prennent en charge de la bonne façon. Mais bon, comme ils sont pas, on n'est jamais vraiment sûr de soi en médecine. Mais je pense que quand même cet urgentiste est pas complètement sûr de lui, il te l'envoie en consultation 10 jours Mmh. après. Et en fait, tu vois, c'est une consultation, ouais, à laquelle tu vas dire, bon, bah, écoutez, tout va bien, et puis on continue le traitement. L'intervention du chirurgien orthopédiste est pas meilleure que celle, tu vois, de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses, qu'il y a peut-être aussi, je fais le parallèle, hein, évidemment, Mmh. avec la médecine véto. Mmh. Nous, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a quand même une pression du propriétaire, dans dans Mmh. dans ton cas, le patient, parce que, ils vont voir sur internet, ils vont voir sur ChatGPT, ils vont faire sur Google, et du coup, ça renforce cette incertitude et ce doute. Oui, 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 c'est complètement possible. Je pense qu'aussi, l'urgentiste a vraiment envie d'enlever le bon, j'aime pas trop le dire comme ça, mais il a envie de rediriger son patient, vers un spécialiste, pour avoir cette certitude, voilà, pour Ouais, confirmer, mais ouais, ouais, je comprends. C'est cette sorte de mmh, triage finalement qui ensuite, mmh, voilà, exactement. Après on passe ouais. un peu la balle, quoi. Oui, 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 complètement. Ouais, C'est comme une sorte d'obligation de devoir demander, conseil et un avis à quelqu'un qui estime être plus expérimenté, quoi. très clair. Alors là, je bascule sur, une partie, peut-être un peu plus légère. Mmh mh. Hem, J'aimerais qu'on échange sur, la technologie, la science. Qu'est-ce que tu vois toi, est-ce que tu vois déjà des changements de pratique entre, tes débuts et aujourd'hui en chiro-ortho-traumato? Donc moi, j'ai commencé, donc on a dit que c'était ma 4e année, donc ça fait 4 ans, donc ça fait, pas très longtemps que j'ai commencé. Je vois pas de changement majeur dans les différents hôpitaux dans lesquels, je suis, passée. On a des améliorations, sur les qualités de l'imagerie. On se sert beaucoup des imageries, nous on fait beaucoup de radio et donc effectivement, je pense que depuis mon là, pour le coup, je te parle de ce qui a changé entre mon externat et aujourd'hui, donc ça Ouais, fait depuis un peu plus longtemps. Effectivement, il y a eu l'apparition d'un logiciel qui est quand même beaucoup utilisé, sur, dans les hôpitaux parisiens, qui est un logiciel, d'intelligence artificielle qui, détecte les fractures. Donc les urgentistes, ça, c'est assez pratique, s'en servent beaucoup parce que donc comme je te disais, il y en a beaucoup qui doutent énormément et donc ce logiciel d'intelligence artificielle est quand même assez précis. Et donc ça, c'est quand même une avancée qui est vraiment pratique. On a, tu as des IRM qui sont de plus en plus, précises. Là, il y a des IRM 6 Tesla maintenant, donc voilà, ça veut dire que des IRM de meilleure qualité. ouais, Et puis quoi d'autre? Après, on a aussi, l'arthroscopie, vous en faites peut-être aussi un petit peu en ouais, médecine vétérinaire? Ouais. complètement. On faisait beaucoup d'arthroscopie d'épaule, beaucoup d'arthroscopie de genoux, depuis un certain temps. On se met à faire des arthroscopies, de poignets, de coudes, de chevilles, donc des articulations qui étaient peut-être un petit peu moins explorées. Et puis, et puis non, franchement, tu vois, il y avait le congrès, d'orthopédie français, là, la semaine dernière et donc toute la journée, on écoute des communications et j'étais impressionnée par le nombre, d'évolutions et d'avancées qui sont encore présentées, quoi. Notamment sur l'intelligence artificielle, ça c'est, j'imagine qu'en médecine vétérinaire aussi un petit peu, mais on Ouais. peut, maintenant on a c'est encore en projet, hein, mais il y a des intelligences artificielles qui nous permettent de voir dans quel angle on doit poser telle ou telle prothèse. On a, voilà une sorte,
là, j'étais dans un service il y a 3 ans, et puis ils testaient c'était un masque, une sorte de lunette avec en réalité virtuelle, ça s'appelle l'HoloLens. Et donc, on mettait ce masque et donc ça nous permettait de voir directement en opérant comment est-ce qu'il fallait poser la prothèse qu'on était en train de mettre, en nous traçant un peu l'endroit, enfin la direction dans laquelle on devait mettre la broche, la direction dans laquelle on devait fraiser, etc. Donc, je pense que voilà, depuis le début de mon internat, l'intelligence artificielle commence à doucement s'immiscer un petit peu. Donc, elle est déjà beaucoup, comme je disais, dans les logiciels d'imagerie, et là maintenant un petit peu aussi chez nous. Et puis il y a aussi des avancées dans j'y pense, des avancées dans les matériaux. On a des matériaux qui sont plus rigides et de meilleure qualité, et puis des trucs qui sont très résistants maintenant aujourd'hui. Ça doit être excitant, non, de voir, d'avoir accès, de voir toutes ces nouvelles choses qui apparaissent, Mais c'est génial, qui subliment ton métier finalement. Et puis, ce qui est formidable aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à faire. Alors qu'on pourrait se dire, typiquement pour l'arthroscopie, je crois que l'arthroscopie, le début de l'arthroscopie, c'était moitié du XXe siècle, donc ça fait déjà quand même un petit bout de temps que ça existe. On pourrait se dire bon voilà, et puis en fait, ça avance tous les jours. Moi, mon projet de thèse, on essaye de décrire une technique pour quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, je vais à l'école de chirurgie, je vais disséquer des sujets anatomiques. Et bon, c'est dingue de se dire que nous, à notre petite échelle, on peut encore faire avancer la médecine, quoi. Ouais, très cool. Non, vraiment. Et je vais te poser une question. Je suis intéressée de voir comment tu vas l'interpréter. Dans ce monde de plus en plus technologique, technophile, quelle place tu accordes toi au feeling, à l'intuition médicale? Je pense que il faut toujours qu'il y ait une personne qui contrôle. Je pense qu'on peut pas laisser ces technologies décider pour nous. Et je pense que ces réalités virtuelles, ces intelligences artificielles, il faut qu'il y ait une limite. Il faut qu'il y ait une limite. Il faut qu'il y ait des contrôles à la fois réguliers pour s'assurer que ça fonctionne bien, des études régulières pour s'assurer que si on les utilise, c'est parce qu'elles font aussi bien, voire mieux que l'interne d'orthopédie ou l'interne des urgences qui lit les images aux urgences. Et je pense qu'elles sont importantes et qu'elles vont nous être d'une grande aide, mais que notre métier, il sera toujours. Nous d'ailleurs en tant que chirurgien, je pense pas que ça nous remplacera en fait. T'as déjà eu un cas où je sais pas, j'ai du mal à trouver un exemple évidemment parce que je suis pas chirurgienne ortho, mais je sais pas, quelque chose, un patient, un diagnostic radio, IRM ou scanner, peu importe, et puis tu te dis je sais pas, peut-être qu'il y a autre chose derrière. Oui. Ça nous arrive. Tu veux dire par exemple un diagnostic porté par une intelligence artificielle et on Par dit, exemple, ouais. Oui, ça arrive. On a toujours des examens, donc typiquement sur les radios, c'est pas fréquent, mais bon, c'est pas si rare que ça. Les radios, c'est précis, mais on est toujours plus précis avec le scanner, donc ça nous arrive, je pense quand même, de temps en temps, d'avoir un patient qui arrive avec une radio et puis donc on a l'impression de voir une fracture, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc on complète par un scanner secondairement et puis pour voir un petit peu s'il y a autre chose. Parfois par une IRM pour voir s'il n'y a pas quelque chose au niveau des parties molles. Ouais, ça nous arrive. Il y a une techno que tu rêverais d'avoir au quotidien? Alors, nous, en orthopédie, on est quand même amené de temps en temps à utiliser notre force. C'est-à-dire, on doit taper, pour mettre une prothèse, on doit taper sur la prothèse pour l'enfoncer avec un marteau. Pour retirer un clou, on doit utiliser de toutes nos forces pour les retirer. Donc je pense que peut-être quelque chose pour nous aider à utiliser notre force, parce que parfois,
moi, je me sens un petit peu limitée par rapport à mes chefs qui sont des hommes de 32-33 ans qui font 1m80, 80 kilos. Parfois, je me sens un peu limitée. Donc, tu vois, quelque chose qui pourrait nous permettre de peut-être peut-être pas une sorte d'exosquelette, mais qui pourrait me permettre d'avoir Oui, oui. plus de force quand je fais ce genre de truc. Ouais, Ouais, ça, ouais, ce une serait sorte pas de mal. levier, ouais, ça Ouais, ouais, bah, écoute, ça et puis je pense à autre chose, tu vois? Ce serait tellement bien si on avait quelque chose, bah, là, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, si on avait quelque chose qui nous permettrait de voir les structures à travers la peau. Parce que nous, on est bon, bah, comme la chirurgie vétérinaire, j'imagine, mais on passe quand même beaucoup à côté des nerfs, à côté des vaisseaux et parfois on est ouais. un peu limite, tu vois? Et donc si on pouvait savoir exactement où est-ce que c'était avec des lunettes qui nous permettraient d'avoir quelque chose de transparent, ça, ce serait, Ça, ce serait trop cool. Alors, appel aux développeurs, qui écoutent cet épisode, voilà, 2-3 projets là, ouais, ce qui serait sont tellement très bien. cool. Hem, bonne, enfin, c'est pas exactement une transition, mais c'est parce que tu parles véto, donc j'allais faire le parallèle. Est-ce que tu as déjà discuté avec des chirurgiens véto? Est-ce que tu en connais? Bah, écoute, non, je n'en connais pas. Je connais, nous, le vétérinaire qui s'occupe de nos des chevaux à la campagne, mais j'aimerais, franchement, j'aimerais tellement aller voir une, de la chirurgie orthopédique vétérinaire un jour, enfin Ouais, tu le bah, ouais, écoute, je devrais me renseigner, tu as si raison. bah, j'ai des contacts si tu en as besoin, Ah bah, avec notamment, plaisir. bah, dans le monde du cheval, je suis sûre qu'ils t'accueilleraient, à bras ouverts. Et puis ouais, je pense que c'est intéressant d'échanger avec, bah, c'est des confrères sans être des confrères, mais voilà, Ouais. voir un Ah petit peu bah, ce qui se avec passe, grand de l'autre plaisir, côté. Ouais, avec écoute, grand bah, plaisir. on en discute hors antenne, comme on dit. Est-ce que, le modèle animal dans l'avancée de la chirurgie, enfin, vous l'utilisez? On l'utilise pour se former. Je pense notamment, donc moi j'ai passé mon diplôme de microchirurgie, diplôme universitaire de microchirurgie de Paris-Sorbonne et donc on s'entraîne on s'entraîne in vivo, sur des modèles, sur des rats. D'accord. En fait pour s'entraîner en fait la taille, des vaisseaux du rat, pour s'entraîner à la microchirurgie, hem c'est complètement adapté donc voilà, on s'entraîne sur, des petits rats et puis, alors ça a été interdit mais quand j'ai commencé mon internat aussi, il y avait des cochons, Mmh mh. l'école de chirurgie, donc on s'entraînait aussi un petit peu sur des cochons. Mais après est-ce qu'on s'en sert, dans d'autres, circonstances que pour, nous l'entraînement à la pratique et cetera? Je crois pas trop. Non, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup voilà, on était beaucoup avec, des rats, en Ouais, microchirurgie, tu vois? On s'entraînait à, ouais, suturer leurs vaisseaux, leurs artères, leurs, veines, sous microscope. Heu, d'acc. Bah, je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue éthique, on est enfin et puis, ça se développe de plus en plus d'ailleurs, oui. hein, les modèles, qui sont qui sont super et qui ont pas besoin d'être des animaux, Mmh. mais je me posais la question comme, voilà, comme on Bah fait le parallèle veto, c'était la ouais. minute animaux, quoi. Ouais, en fait, on en discutait notamment, tu vois, dans le congrès, week-end dernier et puis, tout le monde disait que c'était amené à disparaître parce que d'un point de Ouais, vue éthique, ça risque de plus être, c'était très longtemps, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais et puis, bah, on a aussi, bah, comme tu disais aussi l'intelligence, Mmh. pas l'intelligence artificielle, mais tout ce qui est réalité augmentée qui se Oui. développe, de plus en plus, je pense que ça va jouer un rôle aussi Mmh. probablement. Ouais, après Ouais. malheureusement, je pense pas qu'un jour il y ait quelque chose d'aussi, bon pour la formation d'aussi bien pour la formation que, ces Que la modèles de rats réalité. in Mmh. vivo. Mmh. Ça nous permet de voir tout de suite si l'artère est perméable, ça nous permet de voir, ça nous permet de nous entraîner à la dissection fine et minutieuse, Mmh. et puis ça nous permet de nous entraîner sur, à vraiment faire notre métier, quoi. Bah, du vivant, ouais. Ouais, bien sûr. Complètement. Tu crois qu'on a des choses à s'apporter entre véto et médecin? Écoute, je pense qu'on discute pas assez ensemble. Je pense qu'on Mmh. discute pas assez ensemble et je, je pense qu'on pourrait, oui, complètement s'apporter des choses. Je pense que vous avez des visions peut-être qui sont peut-être plus, générales, de, de la médecine et de la chirurgie
et qu'on pourrait s'apporter des choses. Et nous, je pense que peut-être qu'il y a beaucoup d'études qui sont plus poussées chez l'homme, euh, qui pourraient complètement vous apporter, quoi. Ouais, je pense que je suis T'es d'accord, totalement ouais? d'accord avec toi, ouais, carrément. Déjà, on a du mal à s'ouvrir à d'autres spécialités. Moi, je me rappelle quand j'allais en coloc et puis ma spécialité c'est plutôt la médecine interne, donc j'allais chez les chirurgiens et je trouvais ça génial déjà, parce que ça t'ouvre un petit peu les écoutilles, tu regardes un peu les choses différemment. Donc je pense encore plus si tu sors de ta profession, mais vers une autre qui est quand même où tu es capable de faire des parallèles. Ouais, je pense que ce serait cool, tu vois, d'aller de temps en temps dans un colloque médical et peut-être vice versa. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis je sais pas toi, mais moi quand je regarde des publications sur PubMed, je vois quasiment jamais de publications qui sont faites en combinaison vétérinaire médecin ou chirurgien. Non. Ouais. Non, on s'inspire un petit peu les uns des autres, mais tu as l'impression qu'il y a pas trop de communication. Et puis parfois, les gens font les choses dans leur coin aussi. Bon, ça, c'est un peu l'adage aussi de la recherche parfois. Et peut-être pas assez d'échanges et de communication, mais ouais. Non, ça serait, ouais. Si tu pouvais opérer un animal, tiens, ce serait lequel? Bon, à ton avis? Le cheval. Oui, mais franchement, moi, je rêve, tu vois, de mettre je sais pas ce qui est fait en chirurgie orthopédique, mais tu vois, je me pose souvent la question de est-ce qu'ils mettent, tu vois, des clous, des plaques, Ouais, enfin, on ce fait tout genre de ça. choses. Ouais, Ouais. on fait beaucoup d'arthroscopie. Beaucoup d'arthroscopie? Ouais. Moi, Waouh! je vais t'envoyer, chez des potes, tu vas voir, tu vas Non, t'éclater. non, vraiment, j'adorerais. Mmh. On n'a pas parlé, je me rends compte, j'allais passer sur les questions un peu tac au tac, mais on n'a pas parlé non plus tu as fait un peu de volontariat, d'association, Ah oui, plutôt dans le début, oui. ton cursus? Oui, oui, effectivement. Bon, c'était un petit peu anecdotique. On est avec ma meilleure amie, on a repris l'espèce d'association, on avait un petit groupe qui organisait des week-ends de surf et on a organisé ça. Ça a pas marché très longtemps, mais on a organisé des petits week-ends de surf c'était en Normandie. Et puis on a emmené des petites équipes surfer. On a fait 1 ou 2 week-ends et puis après on a fait un peu d'autres choses, mais voilà, on a fait ça. Et puis comme volontariat, je sais plus ce que j'avais mis. Tu es partie au Laos, il me semble, Ah non, oui! c'est pas ça? Ah Ouais. oui, c'est ça, tu as raison. Ah oui, oui. Bah, c'est toujours avec cette même amie. On est partis, j'ai un oncle et une tante qui sont au Laos, mais donc on est partis avec une association. Donc on était externes et puis c'était une association qui s'appelle les Amis de Paksé. Donc c'était à Paksé au Laos, qui est un pays le pays est un pays très pauvre. Et donc on était dans un dispensaire de soins avec des médecins généralistes, une gynéco, une ophtalmo et des dentistes. Et puis on procurait, c'était pendant une dizaine de jours, des soins à toute la population qui était plutôt une population agricole des alentours et qui venait pour des check-up, des prescriptions de médicaments, des lunettes, on leur faisait aussi, on lui faisait des soins dentistes, etc. C'était voilà, la gynéco, elle prescrivait des moyens de contraception. Voilà, elle faisait des checks un peu généraux. Et ouais, c'était une bonne expérience. Nous, on était externes, donc on faisait pas, on procurait pas de soins directement, mais on assistait, quoi. Enfin, on Mmh. assistait les médecins et la gynéco et l'ophtalmo. Et puis j'avais fait un petit truc en Roumanie aussi, je crois. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose c'était un voyage qu'on m'avait proposé quand j'étais en seconde. Et donc c'était un voyage, là c'était à Satu Mare en Roumanie, c'est à côté de la frontière avec la Hongrie. Et donc c'est un endroit où il y a une population de tziganes qui était assez importante. Et donc nous, notre rôle, c'était d'offrir à leurs enfants une semaine de vacances. Donc on faisait une sorte de colonie de vacances pour ces enfants qui étaient dans des situations un peu précaires. Et donc j'étais partie en seconde et je suis repartie en deuxième ou troisième année de médecine. Et là, j'encadrais les secondes de mon lycée. Enfin, voilà, c'était une expérience. Sympa. L'humanitaire, c'est un truc qui pourrait te plaire, tu penses? Ah ouais, ouais, ça pourrait me plaire carrément. Après, il faut avoir le temps. Il faut s'organiser, mais ça pourrait carrément me plaire. Et même, moi, je pensais, tu vois, un jour m'engager en tant que réserviste pour
tu vois, aller sur le terrain et puis faire des missions dans l'armée. Ouais, Mmh. ouais. Bah, du coup, ouais, c'est un peu d'expatriation, du coup? Faut voir, avec le Ouais, chéri, si vous pourriez faire ça à 2 potentiellement, ce serait un peu ça oui. l'idée, peut-être? Après Ouais. souvent, c'est des missions qui sont pas, tu vois, c'est pas sur 6 mois, c'est des missions qui durent, je sais pas, quelques semaines, mais tu OK. t'installes pas là-bas, quoi. Ouais, ouais, OK. Tu y OK, vas OK. et puis tu es envoyé, Ouais, tu fais ta mission et tu reviens. top. Bon, affaire à suivre aussi alors donc. Mmh mh. Alors j'ai quelques petites questions, comme je disais, un peu tac au tac, bah, tu réponds comme tu veux. Mais avant ça, je voulais te demander, on a balayé pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'on n'a pas abordé, dont tu voudrais peut-être parler? Oui, je pense qu'on peut parler de à quel point l'orthopédie devient une spécialité de surspécialisation. Mmh. Alors qu'avant, tu vois, tout le monde était capable de tout faire. Mon grand-père, tu vois, il opérait des, clavicules, il mettait des prothèses de hanches, il mettait, prothèses de genoux, enfin, il faisait plein de trucs, il faisait un peu de rachis aussi. Aujourd'hui, on tend vers une chirurgie qui est potentiellement plus pointue, avec des surspécialisations. Tu vois, nous, on se forme, on fait beaucoup de diplômes universitaires dans des domaines assez précis et je pense qu'en apprenant beaucoup plus dans un domaine, peut-être qu'on sera moins fort dans le reste. Voilà. Mmh. Oui, donc tu vois ça pas trop d'un bon œil, en fait, vu ce que tu dis là? Mmh, Ou en tout cas, tu mets une réserve? non, je mets une réserve. Je pense que c'est impossible d'être, excellent partout, malheureusement. Je pense qu'il faut faire des choix au bout d'un moment que c'est tout aussi bien. Mais je pense, tu vois, enfin, je sais pas trop comment ça se passe en médecine vétérinaire, mais j'ai l'impression que pour le coup, en médecine vétérinaire, on est obligé d'être plus généraliste un peu, non? Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Tu peux Oui, pas oui. te dire: «Je vais faire que», enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais tu vois, moi, je suis plutôt orientée membre supérieur, donc main, coude, épaule. Médecine vétérinaire, est-ce que tu peux te dire: «Je vais faire, je sais pas, seulement une partie du corps d'un animal»? C'est assez rare. Ouais, c'est rare. Alors on a, hein, une médecine interne, on a des vraies spécialités, surtout en petits animaux. Tu vois, on a des gens qui font que de la cardio, Mmh. ce genre de choses. Mais on va pas être aussi pointu qu'en médecine humaine où on va avoir de la cardio pédiatrique, et Oui. cetera. Et je pense qu'aussi le fait on a 2 patients finalement, on a l'animal et le propriétaire, Mmh. on est obligé finalement d'avoir une approche plus holistique, on va dire, Mmh. du patient et d'être moins centré sur le problème, Ouais, si tu vois ce que je veux dire? Et oui. ouais, je pense que c'est un atout quelque part. Ouais, tu dois prendre en compte, plein de paramètres, quoi. Ouais, Mmh. voilà, exactement, OK. exactement. Et d'ailleurs pour rebondir, sur ce que tu disais sur la surspécialisation, bah, c'est vrai que je pense que si on est surspécialisé quelque part, on peut plus peut-être passer à côté de l'être humain. Donc on est sur Mmh. une main, seulement sur une Oui, main et on oublie qu'est rattaché à la main un bras, une personne, je sais pas. oui. Non, non, si, peut-être et tu vois, nous, typiquement au bloc, on discute beaucoup. On est 2 à chaque fois, enfin 2 minimum. T'as le senior et l'interne et t'as l'externe aussi, parfois, mais qui est pas tout le temps là. Donc on discute beaucoup et c'est vrai qu'on se rend compte que parfois, quand tu opères une main, t'as le patient, en fait, qui est pas endormi. C'est de l'anesthésie loco-régionale. Mmh. Donc parfois, on fait un peu abstraction que le patient est à côté, tu vois? Voilà, peut-être qu'on est un peu Ouais. trop là-dedans. Bah, ça me donne une idée de rebondir sur autre chose du Mmh mh. coup. C'est, bah, justement cette relation au patient, parfois, les médecins ou les chirurgiens peuvent avoir la réputation d'être un peu froids, un peu distants. Mmh. Hem, Qu'est-ce que tu penses toi de tout ça? Je pense que c'est pas tout le temps vrai. Je pense que quand on est un peu froid, un peu distant, c'est peut-être aussi une mesure d'autoprotection. Parfois, il arrive des choses aux patients et puis on est, dévastés, hein. Moi, je pense, à une patiente, tu vois, à qui on a, dû couper un doigt, parce qu'elle avait une infection très grave et cetera, que j'aimais beaucoup cette patiente, enfin que j'aime beaucoup. Mais j'étais vraiment, enfin, c'est des événements qui sont, Mmh. qui font un peu, un petit coup au moral et je pense que si les gens autour ont l'impression qu'on est froid, c'est peut-être aussi pour pas montrer à quel point on est touché ou affecté, Ouais. par, l'événement, qui, vient de se passer. Je pense qu'après ça dépend aussi, vraiment de chacun et que,
il faut un peu de tout pour faire un monde et que sincèrement, on a parfois un positionnement aussi, tu vois, qui est un petit peu difficile. Typiquement, tu vois, quand on a des doigts à réimplanter, et on a des discussions toujours un peu profondes avec les patients parce que les doigts réimplantés, quand on réimplante un doigt, c'est des suites qui sont lourdes, qui sont longues. Le doigt, il va pas forcément marcher très bien. Donc, c'est des gens qui pourront pas travailler pendant extrêmement longtemps, etc. Quand on décide donc de pas réimplanter le doigt et de faire une régularisation et juste d'amputer ce qui reste du doigt, c'est juste des soins de pansement. Le patient peut travailler quasiment tout de suite, etc. Donc, on a des positionnements difficiles, tu vois, à expliquer un paradigme en disant Ouais. peut-être que dans votre cas, ce serait mieux d'amputer le doigt. Enfin, tu vois, Ouais. tu te retrouves à dire des choses que qui sont, enfin qu'il faut dire, hein, mais c'est parfois un peu aussi dur à dire, quoi. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Vous êtes formés un peu à l'école sur ce genre de choses, la communication avec le patient On a quelques cours, il me semble, pendant l'externat, mais sinon on apprend vraiment un petit peu sur le tard. On apprend un petit peu sur le tard, on suit. Moi, j'aime bien aller en consultation avec mes seniors parce que je trouve que justement on manque peut-être un peu de cette formation-là, et donc ça me permet un peu de voir comment est-ce que quelqu'un de plus expérimenté arrive à amener la chose. Ouais. Et puis tu vois, on a aussi des choses quand on parle d'une chirurgie à quelqu'un, une chirurgie froide qui est une chirurgie programmée. Donc je pense par exemple aux patients qui se luxent les épaules. Les patients qui se luxent les épaules en avant, on a une chirurgie qui permet de stabiliser un petit peu l'épaule. Et quand tu la proposes, c'est des gens qui vivent avec ces luxations d'épaule incidentes depuis longtemps. Quand tu la proposes, tu es obligé de parler un peu des complications possibles, mais tu peux pas dire aux patients, il y a un risque d'infection, il y a un risque d'anesthésie. S'il y a une infection, on peut être amené à réopérer, il peut y avoir un risque d'échec et tout. Il faut rester assez doux et assez, enfin, voilà. Il faut essayer de faire comprendre aux patients qu'il y a un bénéfice à chaque fois par rapport au risque encouru. C'est un peu pareil, hein, c'est pas facile de savoir parfois où est la juste dose. Notamment, encore une fois, je reboucle avec une patientèle qui est quand même pas toujours plus plus avertie, mais quand même qui a plus de notions peut-être. Et du coup, parfois, on se sent peut-être obligé de plus prévenir, et en même temps, plus prévenir fait plus peur parce qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Donc c'est pas évident, et j'imagine c'est encore plus difficile avec avec un être humain. Ouais, et enfin, tu vois, le risque anesthésique, enfin, quand tu as une anesthésie générale, tu as un risque de décès, et enfin, moi, je me souviens, au début, je faisais presque peur à mes patients parce que je voulais vraiment rien rater, donc j'expliquais tout, et voilà. Et puis malheureusement, après, ça arrive, tu vois, parfois on a des patients qui ont, je pense pas aux personnes âgées qui se cassent le col du fémur. Ces patients-là qui sont fragiles et donc qui malheureusement voilà, décèdent pendant la chirurgie, et là, tu es bien content d'en avoir parlé avant à la famille, enfin. Ouais, ouais, ouais. Très clair. Merci pour toutes ces anecdotes. Alors, si tu veux bien, quelques petites questions de... Bon, je dis petites, elles sont pas obligées d'être petites en vrai, hein. Tu réponds autant de mots que tu veux. Quel a été ton plus grand moment de doute? Mon plus grand moment de doute? Eh bien, écoute, je pense que c'est quand j'étais en stage à Pompidou. J'étais en 5e semestre, et c'est un stage de polytraumatisés. Donc on a des patients qui nous sont envoyés de partout, et puis je me suis retrouvée face à un patient qui s'était pris une balle dans la jambe et qui avait la jambe dévascularisée avec le fémur complètement éclaté. Et puis, enfin, je sais pas, je me suis sentie complètement démunie, en fait, tu vois? Il fallait, le patient, il avait un risque énorme de perdre sa jambe, donc avec les vasculaires arrivent, c'était la guerre. Moi, j'étais toute seule, enfin, j'attendais que mon seigneur arrive et tout, et voilà. Donc j'ai des moments qui, et puis ça saignait énormément, fallait arrêter le saignement, enfin, c'est ces moments où on se sent un petit peu seul. Parce que l'interne d'orthopédie, quand il y a des patients polytraumatisés, ils appellent quasiment tout de suite l'interne d'orthopédie. Donc on se retrouve à être le premier appelé. Et puis on gère des trucs hyper stressants. Et puis on est avec des gens qui sont... Je me rappelle très bien, il y avait le réanimateur qui voulait pas enlever le garrot
Le patient, il avait donc le garrot et en fait, tant qu'il y a le garrot sur une jambe, on peut pas évaluer vraiment ce qui se passe. Et donc, il voulait pas enlever le garrot, donc j'avais dû faire un énorme pansement. J'avais dû négocier. C'était un senior en plus, donc il était. Enfin, j'ai dû négocier avec lui pour qu'on enlève le garrot. Il y avait une plaie de l'artère fémorale, ça saignait à mort. Enfin, voilà, c'est des moments où on se sent un peu démuni. Ouais, ouais. Et voilà. Mais bon, des moments de doute pendant l'internat, on en a, je pense, tous les jours. Et on se sent assez souvent un peu démunis. Ouais, 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 je me doute. Et de fierté alors, quel a été ton plus grand moment de fierté? Bah là, je te dis, en ce moment, je suis ce patient à qui on a ouvert la commissure, que j'ai récupéré à une consultation, mais je l'ai récupéré comme ça. Je sais plus pourquoi puis j'étais complètement sous l'eau. Je voyais 50 patients dans la journée et puis il arrive avec son truc qui traîne depuis, un an. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, qu'est-ce que vous faites là à la consultation post-urgence? Un truc qui traîne depuis un an. Donc, j'allais le refourguer, tu vois, à un senior pour qu'il ait le temps de le voir, faire le point avec lui, etc. Finalement, je me suis un petit peu penchée sur le dossier avec ce monsieur qui avait commission toute fermée. Très gentil monsieur. Et qui avait un petit nerf tout angulé, donc il sentait plus la pulpe de son pouce. Il sentait plus rien, donc c'est un petit peu, tu vois, c'est sa main, je sais plus si c'est sa main dominante. Bref, il sentait plus rien. Donc on lui fait cette chirurgie-là, et là je le vois assez régulièrement avec une main, mais quasiment, tu vois, comme neuf, quoi. Enfin bon, j'exagère un peu, mais tu vois, la sensibilité retrouvée, commissure ouverte, il peut prendre les choses, il va se remettre à travailler. Enfin, je pense que c'est ça ma plus grande fierté. En vrai, on a plus de Génial. moments quand même enfin, on a plus de moments de fierté que de déception. Bon, chouette. Et quelle est la plus belle leçon alors que la chirurgie t'a apprise? L'humilité. On peut faire du mieux qu'on peut, et le patient ira mal et on sait pas pourquoi, on pourra pas l'expliquer. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui ne vont jamais bien et parfois on retrouve pas de cause. Et il faut expliquer aux patients qu'on va faire du mieux qu'on peut et que malheureusement, parfois, je parle en traumatologie, malheureusement, voilà, parfois, le but, ça va être de récupérer le plus possible, mais que le membre, ce sera jamais celui qu'ils avaient avant, qu'il y aura probablement toujours un petit peu, qu'il peut rester des déficits d'amplitude articulaire, et il faut savoir l'accepter. On n'est pas non plus les rois du monde, et puis on n'est pas Dieu. Et puis aussi parfois, enfin moi ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est aussi de savoir dire stop à un moment. Quand ça fait 3-4 heures qu'on fait les chirurgies qui sont compliquées, puis qu'on n'y arrive pas, qu'il est tard dans la nuit, savoir dire ok, bon, on va se contenter de ça, on va en rediscuter le lendemain s'il y a un vrai doute, et puis s'il y a besoin de reprendre le patient, on le reprendra avec une équipe qui est peut-être plus fraîche que celle qui vient d'opérer pendant 24 heures. Et puis, on fera autre chose. Et voilà, faut parfois savoir dire que là, on a fait tout ce qu'on pouvait et qu'on n'arrive pas à faire mieux. Mmh. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Bon, voilà, je suis envie de te dire, la chirurgie, vraiment, c'est ma passion. Enfin, le bloc, tu vois, le silence, enfin, pas forcément le silence, mais le bloc, c'est quand même un endroit où t'es espèce de microcosme, où t'es avec des gens qui sont en général passionnés par la même chose, qui sont en chirurgie orthopédique souvent très sympas, que ce soit les infirmiers de bloc opératoire, les aides-soignants, les brancardiers, les co-internes, les chefs. Enfin, tu vois, on est une grande famille et on est un peu tous des amis. Et on est dans des conditions qui sont parfois tellement difficiles qu'on a des liens très forts entre nous. Et donc savoir que je vais passer une journée à opérer des patients pour essayer de les améliorer sur tel ou tel plan, avec des gens qui sont mes amis, enfin franchement ça a pas de prix, quoi. C'est chouette de t'entendre dire ça. Si tu pouvais dire quelque chose à la petite Élise de 18 ans chevauchant à travers les steppes, ce serait quoi? Alors je me souviens très bien, en plus, à cette période-là, je disais que je voulais devenir neurochirurgien. Parce que Ah! je me souviens très bien, je disais ça. Et ben je lui dirais de pas s'inquiéter, parce que je pense que je suis parfois un petit peu inquiète sur l'avenir, et cetera. Je lui dirais de pas s'inquiéter et puis que tout va bien se passer. Pour clôturer, je sais que je te l'ai demandé un peu tard, donc je sais pas si tu as rempli ma requête, mais
J'allais te demander si tu avais une petite citation ou une lecture en particulier à nous partager. Eh bien oui, écoute, j'ai un petit peu réfléchi et il y a, un super livre qui s'appelle, Le Lambeau de Philippe Lançon. Je sais pas si tu en as entendu parler? Mmh. C'est, en fait, Philippe Lançon, donc c'est un journaliste qui était, à Charlie Hebdo pendant les attentats. Bon, d'ailleurs, on est Mmh. ouais, Ouais, on est un peu dans le thème en ce moment. ouais. Et qui a été hospitalisé pendant assez longtemps en chirurgie maxillofaciale à la Pitié-Salpêtrière et qui raconte toute sa reconstruction, à la fois, la reconstruction, esthétique et physique d'un point de vue chirurgical et aussi sa reconstruction un petit peu intérieure. Et donc il parle notamment de, son chirurgien d'époque qui est, Chloé Berthelus qui exerce toujours, à, la Pitié-Salpêtrière et donc il décrit cette femme, et il explique un petit peu comment est-ce qu'il s'est reconstruit, aussi avec cette femme et avec toute l'équipe et puis on voit un petit peu l'hôpital de l'intérieur, et c'est, je trouve que c'est un beau livre sur la chirurgie et qui fait une jolie éloge, de la force, je pense, de la médecine, française et de la chirurgie, là c'est plutôt maxillo mais c'est un peu pareil en chirurgie orthopédique. Très bien. Bah, merci pour ce partage. On mettra un lien, Oui, c'est un petit dans livre le qui se lit synopsis. ouais, petit livre qui se lit assez rapidement, très intéressant. Mais écoute Élise, on est à la fin de ce podcast. Merci beaucoup. Moi, j'ai passé un super moment, de découvrir ton quotidien et bah, voilà, tes points de vue. C'était hyper riche. J'espère que toi aussi, tu as passé un chouette moment de partage. Ouais, hyper sympa. Merci beaucoup à tous nos auditeurs également qui nous écoutent, régulièrement et ben, on passe hors antenne pour, papoter sur, tes futures visites dans le monde vétérinaire. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vétomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vétomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.